Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Aujourd'hui c'est même une double review, car la semaine passée j'ai pas eu le temps de le faire, donc on va s'atteler à revoir les chapitres 176 et 177. On commence donc fort logiquement par le 176, et Mima qui trouve fort excentrique la demande en mariage de Tokiyuki, et on la comprend, car elle le dit elle-même, le faire en pleine tempête, en plein combat, et face à Saseki Doyo, c'est sacrément incongru, mais c'est aussi ce qui fait le charme de Tokiyuki, je trouve, car ça peut être le plus banal des garçons, parfois, mais aussi le plus surprenant, et cette demande fait assurément partie des faits les plus attendus de Tokiyuki. Bien sûr, cela fait perdre toute composition à Shizuku, qui panique complètement, mais c'est une panique comique, et donc assez amusante forcément. De plus, elle semble bien mieux comprendre les sentiments de Mima que Tokiyuki lui-même, car elle comprend que c'est par amour et jalousie que Mima est venue tuer Tokiyuki. Cela dit, si Shizuku s'est décidé à quitter ce monde, la demande surprenante de Tokiyuki lui redonne goût à la vie, car elle n'a clairement pas envie de laisser son seigneur adoré dans les bras de Mima. Pendant ce temps-là, Sasaki Doyo est lui aussi en panique, car s'il était prêt à sacrifier sa fille pour tuer Tokiyuki, il semble tout de même y tenir, quand Tokiyuki lui-même lui ravit Mima et annonce vouloir l'épouser. Quand il finit par arriver à court d'arguments, parce que Tokiyuki arrive à lui renvoyer du toc-toc, il lance de désespoir que la lignée de Tokiyuki est indigne de la famille Sasaki, et avant même la future punchline de Tokiyuki, dont j'en parlerai plus tard, j'ai trouvé ça quand même très culotté, car malgré que le clan Hojo n'est plus représenté que par Tokiyuki lui-même, et peut-être Yasue s'il est encore en vie, il est tout de même le chef du clan qui a régné sur le Japon pendant plus d'un siècle, et donc dire que sa lignée n'est pas... sa lignée est indigne de la famille Sasaki, c'est quand même très culotté, on est d'accord. D'ailleurs, Tokiyuki ne se prive pas de le dire lui-même, et de rajouter en plus que Doyo était le laquais de son père, Takatoki, faisant toutes les pitreries possibles pour être dans ses bonnes grâces. Tokiyuki est rarement aussi cassant, mais quand il l'est, ça a toujours un sacré impact, et en plus ici, on a une case qui fait une demi-page, avec un gros plan sur Tokiyuki, qui fait le poseur, comme pour mieux lâcher sa punchline, et c'est vraiment bien vu de la part de Yusei Matsui. Parce que là, il lui dit gentiment, t'es gentil, mais moi je suis quand même le chef de la famille Hojo, je pense que c'est un peu plus supérieur au chef de la famille Sasaki, donc bon, ça fait toujours plaisir quand Tokiyuki se met à lâcher des punchlines comme ça, plus en mode beau gosse et tout, enfin c'est toujours assez amusant, et en plus plein de vérité. Franchement, il a raison, hein, d'ailleurs il le dit plus tard, que si c'était encore le shogunat des Hojo, Sasaki Doyo serait très content que sa fille se marie avec Tokiyuki, mais bon voilà, je pense que c'était plus un désespoir de laisser sa fille à son ennemi, parce que c'est l'ennemi juré quand même des Shigaga et forcément des Sasaki. Donc voilà, mais en même temps, Tokiyuki qui lui renvoie en pleine gueule, franchement c'est parfait. Du coup là-dessus, Sasaki Doyo ne trouve plus rien à redire, et en plus doit battre en retraite ensuite, car finalement, comme la tempête s'est apaisée, et qu'il n'avait pas assez de bateaux, il va se faire tuer par l'armée Hojo. Et donc tout en laissant forcément sa fille à Tokiyuki, ce qu'il regrette beaucoup. Donc on voit quand même qu'il y tenait un peu, ou en fait il y tient pas tant que ça, mais bon, ça le dérange quand même de laisser sa fille à son ennemi juré. Hein, je pense que c'est plus question de sa réputation que sa fille elle-même. Hein. Donc bon, voilà. Et du coup, Tokiyuki, il passe ensuite de poseur à la punchline efficace à un jeune garçon soucieux de ses amis, car il s'inquiète pour Shizuku, à qui il demande d'arrêter de risquer sa vie, hein, puisque maintenant tout est réglé, même si Shizuku lui dit que non, rien n'est réglé, mais bref. Hein. Et donc encore une fois, Tokiyuki s'est passé d'un état à un autre, en une fraction de seconde, et ça c'est toujours assez épatant. J'aime bien ça vu. On est toujours un peu surpris par le garçon. Et du côté de Shizuku, elle désespère de vouloir revenir aux côtés de son seigneur adoré, mais son énergie divine ne cesse de s'éparpiller, et donc elle perd peu à peu la vie. Si on peut appeler ça comme ça parce que c'est une déité. Heureusement, Yorishige est toujours là pour la conseiller et pour revenir auprès des vivants. Parce que Yorishige, il n'a pas quitté le truc. Hein. Il mange son popcorn tellement il s'amuse de voir Shizuku en tel désespoir amoureux.
Bon après, l'explication est peut-être un peu facile, hein, pour désamorcer la disparition de Shizuku, mais ça reste cohérent avec l'œuvre et le message que les dieux disparaissent à cette époque, donc pourquoi pas. Bon, c'est pas... Mais bon, en même temps, on n'a pas besoin d'un truc super développé non plus. Hein. De plus, ce serait quand même dommage de ne plus avoir Shizuku pour disputer Tokiyoki à Mima, aussi à Ayako, mais la relation là se passe mieux, alors qu'avec Mima ça va être plus conflictuel à mon avis. Hein, parce que déjà leur interaction pendant l'arc de Kyoto était assez amusant, hein, si vous vous souvenez dans les premiers chapitres. Donc j'espère que là ça va continuer, hein, pour faire un peu de drama, ce sera rigolo. De plus, cette explication montre un très court flashback des moments où Yorishige lui-même avait son côté humain. Bien sûr, Yusei Matsui n'oublie pas le running gag, hein, quand tu fais des flashbacks, il n'oublie jamais rien. Avec Tokitsugu, le fils de Yorishige, qui même bébé reste littéralement transparent, hein, et c'est pour ça que Yorishige est inquiet parce qu'il ne retrouve plus son fils, qui a disparu. Hein. Et bien sûr, avec son petit-fils, Yoritsugu, qui a déjà un sale caractère dès sa naissance. Le plus émouvant restera donc avec Yorishige, qui soigne avec grande inquiétude Tokiyuki quand il s'est pris le sabre long d'Ishikawa dans les tout premiers chapitres du manga. Hein. C'est une des premières missions qu'il a fait. D'ailleurs, on l'a vu dans l'anime aussi. Et si c'est pas étonnant de le voir ainsi, hein, parce qu'on savait que Yorishige quand même était très inquiet pour son fils adoptif, si je puis dire comme ça. Mais ça reste sympa de voir une scène qu'on n'avait pas vue à l'époque. Hein. On l'a pas vu quand on le voit dans le manga, il est déjà tout soigné et tout bandé. Là ici, c'est juste avant. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petites scènes qu'on n'avait pas vues avant. Mais grâce à tout ça, et ces flashbacks et ces explications, Shizuku comprend qu'en fait elle a une partie humaine bien plus développée qu'elle ne le pensait, et il réussit alors à revenir parmi ses amis, à la grande joie de ces derniers. Le chapitre ici se termine alors avec Shizuku qui boude en voyant Mima sauvée par Tokiyuki. Hein, vous voyez, ça commence le drama, ça va être rigolo. Mais aussi par une narration intéressante disant que Takoji ne sera plus aidé par des miracles quasi divins, hein, la tempête, le fait qu'il arrive à miraculeusement éviter la flèche magique de Yakiye il y a quelques chapitres. Et donc ça c'est bien, ça veut dire que ça donne espoir pour que Tokiyuki arrivera peut-être enfin à vaincre, ou alors au minimum réussir à encore et toujours pourrir la vie de Takoji en s'opposant à lui jusqu'au bout. Hein, parce que même si pour l'instant il n'est jamais vaincu, on peut pas dire que Takoji a une vie tranquille, tout ça parce que Tokiyuki est toujours en train de l'embêter. Donc voilà, là-dessus se termine le chapitre 176, et donc, fort logiquement, passons au 177. Ce chapitre commence par une mauvaise nouvelle, car le sauveur de Tokiyuki, Yuki, semble mortellement blessé. Comme cela dit, comme souvent, Yuki va mourir comme il a vécu, et souhaite, comme dernière volonté, d'avoir les têtes de tous les ennemis de la cour du Sud empilées sur sa tombe. Cette loufoque et un peu barbare est digne du personnage qui a toujours été un loyal serviteur, ça on peut pas le nier, mais aussi un sacré psychopathe, quoi. D'ailleurs son fils, qu'on a vu dans les précédents chapitres, il a bien gardé ça de son père. Voilà, encore une fois, c'est rigolo, même si bon, hein, on voit bien que c'est un grand psychopathe, mais ça reste rigolo. Et décidément, Yusei Matsui sait toujours bien mettre en scène efficacement la mort de ses personnages importants. Parfois c'est des flashbacks émouvants où on en apprend un peu plus. Là non, il a décidé que ce serait un truc plus loufoque, mais qui est vraiment dans le running gag du personnage, donc franchement c'est parfait. Et après ça, le chapitre revient du côté des insaisissables, où Shizuku s'empresse bien sûr de postposer le mariage de Tokiyuki et de Mima, invoquant qu'il faut faire attention au bien-être du clan Hojo. Hein, c'est que dans un sens pas faux, hein, mais c'est quand même bien joué de sa part, hein, pour repousser ce mariage dont elle ne veut pas bien sûr. Et bien sûr, Tokiyuki, lui, n'y voit que du feu, hein, s'étonnant même qu'il aurait peut-être mal fait, ne comprenant pas que Shizuku est intéressé aussi par Tokiyuki. Ou d'ailleurs Ayako, hein, qui elle aussi est soulagée que ce mariage n'ait pas eu lieu tout de suite, parce que bon, elle compte bien aussi rentrer dans la course. Et donc voilà, ça, c'est le petit subplot qui va être intéressant à suivre. C'est bien qu'il en fasse pas trop, mais c'est toujours amusant de voir les quelques futures épouses se disputer Tokiyuki. Mais du coup voilà, comme je l'évoquais dans une précédente review, Yusei Matsui a quand même bien désamorcé ce cliffhanger de la demande d'un mariage, parce que finalement, bon, ça va pas se passer tout de suite.
Bon, dans un sens c'est logique parce que pour l'instant c'est la guerre, donc ce serait compliqué d'organiser un mariage comme ça. Mais bon, je sais pas si ça va revenir sur le devant de la scène avant la fin du manga, mais voilà. Je me disais aussi qu'à un moment, il allait désamorcer le truc, et c'est ce qu'il a fait maintenant. Bon, c'est pas très grave, hein, honnêtement, j'y pensais un peu quand même. Même si, bon, après le chapitre suivant, ça confirmait le truc, mais voilà, maintenant, ici, et puis bon, ben, on fera ça plus tard. Hein, j'espère qu'on verra un peu la petite course entre les prétendantes, ça pourrait être marrant. Cela dit, Shizuku nous révèle aussi quelque chose d'important, et déclare maintenant pouvoir créer une flèche en obsidienne capable de tuer la partie divine de Takoji. Avant, il n'y avait que Yorishige qui pouvait en créer, même si cela me paraît un peu étrange, car dans le chapitre 166, j'ai vérifié, Shizuku en crée une, alors que Yorishige est mort depuis un moment. Donc, un peu bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est une incohérence ou c'est moi qui comprends mal, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu étrange. Mais en même temps, cette flèche redonne espoir de vaincre Takoji et confirme ce qu'avait dit Yorishige avant de mourir, si je me souviens bien, parce que là par contre j'ai pas vérifié, qu'il fallait faire ressurgir le côté humain de Takoji pour pouvoir le vaincre. On a ensuite une jolie case de Tokiyuki, l'air pensif, avec la mer et le soleil dans lequel se cache Takoji. C'est une bien mise en scène, je trouve, pour montrer que Takoji reste toujours l'objectif ultime de Tokiyuki, et puis d'une manière un peu jolie. Franchement, encore une fois, Yusei Matsui ne déçoit pas. Cela dit, malgré cette victoire contre Sasaki Doyo et aussi Mima, qui, bon, ils ont réussi à calmer la tempête, ben Tokiyuki et ses frères d'âme ne sont cependant pas hors de danger, car leurs bateaux finissent par échouer sur le rivage, où nombre d'ennemis les attendaient en embuscade. Du coup, c'est la bagarre, mais heureusement, les soldats alliés se ressaisissent vite et finissent par établir une tête de pont avant que des renforts arrivent. Ces renforts étant des proches du prince Muneyoshi, fils de l'empereur Go-Daigo, il propose d'aller se mettre à l'abri dans un château fortifié dans le domaine du général qui est venu en renfort. Du coup, Tokiyuki réfléchit, car l'attaque navale ayant échoué, eh bien, il doit prendre une décision pour ses hommes, et savoir où il doit aller, parce que bon, ce sera quand même important pour la suite des événements. Mais c'est alors que Kosaka Takamune de Shinano arrive soudainement et propose à Tokiyuki de retourner dans la province de Feu Yorishige, expliquant que le château des renforts du prince est comme Kamakura, il a l'air facilement défendable, mais en fait c'est tout le contraire, alors qu'en Shinano, dans le domaine de Kosaka, il y a une base secrète fortifiée qui saurait mieux accueillir le prince et Tokiyuki. Bien sûr, l'idée d'une base secrète réjouit bien sûr Tokiyuki, lui qui aime bien être dissimulé à la vue de ses ennemis, et donc c'est là-dessus que le chapitre se termine. Alors le fait amusant sur cette dernière page, c'est que ça fait comment Tokiyuki imagine cette base secrète, hein, c'est une sorte de Transformer ou de Megazord si vous préférez, qui pourrait se replier en forme de base fortifiée. Hein, c'est assez rigolo de voir que Tokiyuki ne perd pas son âme d'enfant à imaginer des choses pareilles. Encore une fois, toujours les détails chez Yusei Matsui, hein, donc ça fait toujours plaisir. De plus, ce serait intéressant que Tokiyuki retourne en Shinano, car il pourrait peut-être y retrouver Yoritsugu, le petit-fils de Yorishige, qui lui n'a pas trouvé la mort à Kamakura, puisqu'il n'était pas là, dont Yusei Matsui avait prédit qu'il serait un puissant allié pour Tokiyuki dans le futur. Donc moi je serais intéressant de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire, parce que pour l'instant c'est quand même un dieu un peu sale gosse, donc je sais pas très bien ce qui pourrait aider Tokiyuki, mais bon, c'est Yusei Matsui l'a dit, hein, c'est que ça doit être vrai. Il faut voir aussi que ce Kosaka n'est pas un traître à la solde des Ashikaga, pour le mener droit dans un piège, car après tout, on connaît rien de lui, hein. Il vient de popper comme ça, dire bonjour, tu veux pas venir dans mon château plutôt? Ça fait un peu bonjour, tu veux des bonbons? Ça fait un peu bizarre, non, vous trouvez pas? Mais bon, c'est là-dessus que se termine cette double review, car là j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 178. Au revoir.